Une fois, dans un backstage, je sais plus ce que c'était comme gig, mais il y avait une nana, elle est passée à côté de nous pendant qu'on se préparait et elle nous a fait « Oh, que vous êtes mignonne !» Dans cet épisode de la Quinterview. Mignonne. Nous mignonne. C'était genre le pire truc que tu pourrais nous dire. Genre, c'est vraiment genre MDR, mignonne. Elle, genre 3 heures de maquillage avec un liner de 3 cm, genre une bouche plus grosse que le nez. Genre, et toi, tu m'appelles mignonne là. Enfin, sorry to that lady. Désolé à cette mademoiselle. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? La Quinterview, c'est un podcast libre, ouvert et inclusif qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de processus créatif, de construction artistique. Je suis toujours Bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter celle qui représente un drag punk. Si le drag en France est aujourd'hui ce qu'il est, c'est un peu grâce à elle. La reine des copines, la reine de l'humour, la reine de la saison 3 de Drag Race France. Une Quinterview très chalante ou nonchalante ? Bienvenue pour ta Quinterview, le Philippe. Hello. Comment ça va ? Oh mon dieu, ça va très bien. Quelle entrée, quelle introduction. Wow, je suis overflatté. Et je sais toujours pas comment faire avec les flatteries, moi. Ah ouais ? Aujourd'hui. Ouais, je suis toujours un peu... Et après, je rencontre des gens qui le font très bien, ou même trop. Ouais, j'aurais dû, en fait. J'aurais dû le prendre, le compliment, en fait. Mais faut prendre les compliments. Ouais. Donc, je suis dans ça, maintenant. Je suis dans self-love, self-care... spa, dans le moment spa de ma vie. Ben ouais, c'est ça, tu sais, il y a des petits moments comme ça où il faut souffler, il faut méditer, se dire où est-ce qu'on en est, quoi. Où est-ce qu'on en est. Et là, on est dans le fait de recevoir des jolis compliments. Ouais, total, ouais. Alors, ouais. Bah ouais, moi j'aime bien. À la vie. Franchement, moi je dis, ce qu'on te donne, tu prends, ce qu'on te prend, tu cries. Donc les compliments, ça se prend. Ça se crie aussi, en vrai. Les deux. Ouais. Avant de commencer, quels sont tes pronoms ? Comment je m'adresse à toi ? Ah, comme tu veux, tant que tu m'appelles chérie. Moi, tout me va. Ok chérie, ça part. Eh ben, est-ce que tu es prête pour ta Quinterview ? Grave, complètement prête. Eh ben, on commence. Alors, où est-ce que t'as grandi ? D'où est-ce que t'es originaire ? Oui, je suis originaire de Croatie, de Zagreb. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est la capitale, mais voilà, c'est un peu... c'est pas le trou du cul du monde, mais ça en a l'odeur, quoi. C'est comme ce que j'ai dit je dis souvent ça, j'ouvre souvent mes stand-up avec ça, mais c'est vrai, quoi. Ça a été voté la 3e ville la plus ennuyeuse d'Europe. Il y a des classements comme ça ? Il y a des classements comme ça, ouais, bien sûr. Que les Français adorent faire, I guess. Comme des colons. Mais on a... Et non, mais... Enfin, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais en même temps, il y a un truc où... je pense que les gens ne savent pas où aller à Zagreb. Et c'est rempli de squats d'artistes. Ça a été pas mal bombardé quand même dans l'année où je suis né. Il y avait une guerre quand même. Ça a duré un peu moins de 5 ans. Et du coup, il y a plein d'immeubles dans le centre-ville qui ont été repris par des artistes parce que le gouvernement n'avait pas de thunes pour les restaurer, quoi. Okay. Et donc c'est des lieux super où j'ai fait mes premières soirées, d'ailleurs, où j'étais dans un lycée d'art appliqué, donc c'était un peu la vibe, c'était un peu là où tout le monde traînait, et où j'ai découvert la techno, la dubstep, la drum and bass, la witch house, enfin qui était... La witch house? Ouais. Si tu te souviens pas de ça, c'était genre en 2010, 11, 12, c'était un peu Grimes, quoi. Ok, si c'est Grimes, Abra, ouais, toutes ces nanas-là, quoi. Et donc, t'es resté combien de temps, on va dire, parce que je sais que t'as beaucoup voyagé, mais en gros, la Croatie, t'es resté combien de temps dans ta vie ? En tout, je sais pas, déjà tout jusqu'à mes 10 ans, et ensuite je suis revenu pour finir le lycée, quoi. Et c'était comment la vie là-bas ? C'était bien, alors je sais pas, j'étais toujours un peu détaché malgré l'homophobie présente, mais là j'avais toujours une manière de raconter un petit peu mon enfance de manière assez sombre, mais aujourd'hui je suis plus mesuré dans ce que je dis, dans le sens où je vois aussi la beauté de ce que j'ai vécu, et aussi juste j'ai un dézoom. J'ai fait un dézoom sur l'expérience, mais c'était... moi je voyais pas petit aussi la misère sociale, je voyais juste l'aspect
un peu homophobe, mais je voyais pas trop d'où ça venait et c'était j'étais beaucoup dans mon ego, quoi. Moi, pourquoi ça m'arrive à moi et tout le monde est contre moi et d'un côté, ça a fait un truc extraordinaire, c'est que ça m'a aussi me rebeller, quoi. Et aussi ce qui a construit le personnage d'aujourd'hui, quoi. Mais t'étais quel genre de petit garçon? J'étais très rêveur, très naïf aussi, forcément. Enfin, très... le clown aussi de la classe. Et provocateur aussi, j'aimais bien le fait que les gens avaient des réactions assez fortes en voyant ce que je portais ou quelle longueur de cheveux j'avais ou quelque part au fond, hein, je pense que je faisais exprès parce que en soi j'ai jamais sacrifié ma queerness, même très petit, pour m'acclimater, enfin pour... Oui, tu t'es jamais adapté aux autres. Non, et surtout, enfin ça aussi c'est ma mère aussi, qui m'a jamais interdit ou m'a jamais fait ressentir comme si quelque chose n'allait pas, quoi. C'était toujours... elle était très proactive dans sa démarche de mère, très... non, tu veux des cheveux longs, on va faire les cheveux longs. Tu veux des pantalons orange alors que tout le monde trouve ça gay, ou bah tu les auras. Tu veux des Barbies. Incroyable ta maman. Ouais, plutôt ouf comme ouais. Et justement, c'est quel genre de femme ta maman? Elle fait quoi dans la vie? Elle travaille dans la diplomatie croate. Elle a grandi dans le communisme de la Yougoslavie, donc l'ancien régime. Et tout était très homogénéisé. Enfin, il y avait pas de culte, il y avait pas de l'expression identitaire. Elle était pas vraiment stimulée, quoi. Fallait tout homogénéiser. Tu pouvais pas te prononcer croate ou serbe ou bosniaque ou catho ou orthodoxe ou musulman, alors que tout ça existait dans ce pays. Tous les mêmes, quoi. C'était tous les mêmes et ça a ses bons côtés, mais je pense que ma mère, ça lui a fait un déclic où elle voulait pour le coup s'assumer et vivre pleinement, même si elle n'est pas forcément... elle n'est pas religieuse, elle est spirituelle, mais elle voulait quand même essayer d'aller à l'église. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a inculqué aussi à moi des valeurs. Quand tu fais pas mal aux autres, fais ce qui te plaît, quoi. Puis ce qui te donne envie, parce qu'à la fin de la vie, tu meurs. Et ça peut arriver. Et on pourra jamais faire tout ce qu'on veut dans la vie, on n'aura jamais assez de temps, quoi. Donc, pourquoi se priver, quoi. Ok. Et tu disais du coup que tu ne t'es jamais vraiment conformé à ce que les autres pouvaient attendre de toi ou d'un petit garçon, excepté ta maman et tout, mais on va dire les autres personnes de l'école et tout. Je mens un petit peu parce que vers l'adolescence, je pense que j'ai essayé un petit peu en arrivant en France, c'était à ce truc. Ah, évidemment. Donc oui, non, si j'avais des moments, mais pas en termes d'apparence forcément ou quoi, mais juste de paraître cool, de faire un peu moins de blagues, de plaire, d'avoir le sac qu'il faut c'était quand même très très pédé, j'avoue, ça a pas changé. Mais t'as été du coup un peu bully quand t'étais petit? Ouais, pas mal, ouais, c'est venu avec de la riposte, quoi, forcément. Mais je sais pas, c'était un de ces trucs qui je dis pas que c'est nécessaire ni bien, loin de là, mais que j'ai moins peur. Par exemple, j'ai eu des copains dans ma vie qui, eux, pour le coup, avaient très peur de me tenir la main dans la rue ou de m'embrasser, même en France, à Paris, même il y a quelques années, quoi, où on était quand même dans un contexte sympa encore avant. Alors qu'ils ont grandi quand même dans un contexte plutôt bienveillant. Je trouvais ça assez marrant qu'eux, ils aient peur d'être agressés. Je me disais, est-ce que c'est parce qu'ils se sont jamais fait frapper ou... Parce que moi, je le vivais un petit peu comme ça, en mode, même si quelqu'un nous agresse, genre, tu étais toujours là quand on est ensemble, and it's fine, je sais pas, ça m'a donné un peu de bravoure, I guess. En mode, je sais ce que ça fait, je connais la douleur que ça fait physiquement. Et après, le meilleur truc dans se faire frapper, c'est de savoir que on a vraiment l'instinct de survie qui est arrivé, où t'es en mode, genre, tu te débats. Et ça, c'est assez plaisant de savoir, parce que je pense que en tant que personne queer, on peut se sentir parfois helpless, genre comme si on pouvait pas s'aider. Démuni, quoi. Démuni, ou on pouvait pas changer les choses, ou qu'on n'avait pas la force d'adhérer à certains jobs, sans parler de violence forcément. Et bizarrement, ce truc très testostéroné est intervenu à ce moment-là pour la première fois de ma vie. Et en fait, non, je me laisse pas faire. Enfin, non, j'ai pas envie de ça, en fait. Et même si j'ai perdu, disons, la bataille, à la fin, je l'ai pas perdu psychologiquement, quoi, parce que ça m'a boosté, quoi. C'est vrai que c'est des choses que j'ai lues de toi, parce que même d'autres personnes qui parlaient de toi, même en drague, quand tu sortais en drague avec d'autres personnes et tout, qui pouvaient être parfois un peu inquiets ou inquiètes d'être dans l'espace public. Toi, tu disais, mais on s'en fout, enfin, tout va bien. Et j'ai lu des choses comme ça, et vraiment ton courage, d'une certaine manière, qui encourageait les autres à dire, s'il nous arrive quelque chose, il nous arrivera quelque chose.
Oui, Mais c'est ça, et on va tant qu'on est ensemble, quoi. Et aussi, c'est dans les moments une des dernières fois où, en plus, ça n'a pas dérapé. Je raconte souvent cette histoire parce que c'est comme ça que j'ai réalisé avec cette histoire que le pouvoir de l'humour et comment il peut désarmer. Et c'était en Croatie, forcément, et à l'époque, il y avait pas mal de skinheads à Zagreb, et ils faisaient comme ça, ils rôdaient un peu dans la ville, et nous, on buvait dans les parcs, quoi. Enfin, tous les petits punks et métalleux et gothiques. On avait nulle part où aller, donc pas assez d'argent d'aller dans un bar, juste assez d'argent pour s'acheter une art à 2 € et teaser, quoi. Et il y avait des mecs métalleux un peu plus vieux qui venaient nous protéger, qui venaient nous dire, ah, là, il y a les skinheads qui débarquent, allez vous cacher dans un café ou quelque part. Forcément, un jour, ça a raté. Ils nous ont encerclés. Et là, je sais plus trop. Je pense qu'ils m'ont dit un truc de base, quoi. Genre, hyper classique. Toi, t'es un mec ou une fille ou Et je sais plus ce que j'ai dit, mais tout le monde a ri. Enfin, vraiment, tous les skinheads. Et vraiment, le mec, le chef, quoi. Je l'ai vu, il s'est retrouvé démuni. Et du coup, sa seule option, c'était de blaguer avec moi, quoi. Et du coup, il m'a ressorti une autre blague. La blague de skinhead, vous imaginez, c'est pas très... ouais. Pas très qualitatif, quoi. Non, enfin, t'imagines pas ça. Il y a très peu de one-man show de skinhead, au final. Ouais. Il y en a eu, je pense, dans le passé, mais ça rassemble une crowd dégueu, quoi, je pense. Mais anyway. Et ils ont fini par s'asseoir, ils ont bu des coups avec nous, et le mec, à la fin... Ils ont bu toutes nos bières, quoi. Forcément, on n'a pas riposté ni rien, mais et puis à la fin, ils nous ont quittés avec ce truc de si jamais quelqu'un vous touche dans la ville, nous on est là, on sera là, tu nous appelles. Je dis oui, clairement, c'est toi que je vais appeler, quoi. T'es le premier mec que je vais appeler. Genre, pas du tout, quoi. Mais ouais, il y avait ce truc où, ça s'est complètement inversé. Et il y avait, déjà lui et eux ne m'ont pas vu comme une aberration à ce moment-là, mais plutôt quelqu'un qui, I guess, je sais pas ce qu'ils ont vu, mais en tout cas, ça leur a plu. Bizarre. Mais ça a twisté le truc, ouais. Et là, j'ai vraiment saisi, ouais, que, waouh, on peut changer le monde avec ça, en fait. Il y a vraiment quand t'as des mecs aussi sombres et bornés face à toi et qu'en fait, ils switchent en une seconde, c'est assez puissant, quoi. On parlait rapidement tout à l'heure de ta maman, de tes parents. T'as eu quelle éducation? Ils étaient comment avec toi? Je les ai toujours connus séparés parce qu'ils se sont rencontrés, ils sont tous les deux veufs, donc je pense que c'est leurs potes un peu qui leur ont dit je connais une veuve, je connais un veuf, voilà, ils m'ont fait. Mais après je sais pas, j'ai grandi même si ils étaient divorcés, j'ai grandi avec la notion qu'on peut vivre dans un couple qui n'en est pas un, ça n'a pas d'importance. On peut faire famille de plein de façons, quoi. C'est ça, il y a pas cette idée de la famille nucléaire parfaite avec c'est pas ça marche aussi, mais il y a pas que cette forme de famille. Et je me suis toujours senti aimé, j'ai pas trouvé que j'avais un manque d'affection, voilà. Donc ça et même pour mon couple aujourd'hui, je trouve que c'était assez sain de voir que on peut ne pas se voir et quand même s'apprécier et s'aimer et partager des choses. Et justement, peut-être même, en tout cas pour moi, c'est mieux effectivement de faire ces expériences et se rejoindre quelque part au milieu, se raconter les expériences qu'on vit et aimer, c'est aussi laisser l'autre vivre sa vie et ne pas le garder de manière égoïste pour soi et tout vouloir faire ensemble et chaque instant. Ça fait des choses à se raconter. Oui, c'est ça, complètement, ouais. Et ça marche, quoi. Et d'un point de vue culturel, on regardait quoi à la maison, on écoutait quoi? On regardait, ils étaient pas mal différents, mes parents, sur ça, mais il y a... la musique, non, mais la musique, c'était tous les deux pas mal les Doors, les Pink Floyd. C'était très rock, c'était très 70s rock. Les Anglais, The Clash. Ok. Pas tellement les Beatles et les... Oui, les générations d'après, quoi. Ouais, plus les psychédéliques, les mecs dans l'héros, alors que ma mère, quand même, travaille pour le gouvernement. Mais, après, non, elle écoute pas mal de jazz aussi et tout, mais c'était c'était riche. Mon père joue aussi, il est pas musicien, mais il joue à la guitare. Ok. Il chante pas mal, donc j'ai toujours grandi avec ça. Il me réveillait souvent avec j'étais très mauvais en maths. Et l'été, du coup, il me donnait des cours de maths et et je détestais ça. Vraiment, je détestais les maths. Et donc, pour me réveiller en douceur, il me jouait à la guitare, les Doors, les Pink Floyd. Trop mignon. C'était plutôt plaisant et c'est un beau souvenir que j'ai avec. Et sinon, ma mère est très cinéphile. Et elle, pour le coup, elle m'a fait regarder
du lynch à 10 ans, quoi. Enfin, des choses que t'es pas trop censé voir à 10 ans, ouais, des trucs... Puis pas trop censé comprendre non plus. C'est ça, enfin, du Lars von Trier, enfin, des trucs, bon. Ah ouais? Tu vois, ouais, non, elle était très en mode, ah, ça c'est beau, et ça c'est... Enfin, le choix de Sophie, enfin, c'est... Des trucs... c'est... Ouais, je sais pas, ça m'a plu, quoi. Ça m'a donné aussi un goût prononcé pour aller... Enfin, pour John Waters, moi, de mon côté. Enfin, genre, c'est comme ça aussi. C'est pas elle qui me l'a montré, mais forcément, ce qu'elle me faisait voir, ça m'a... Oui, en fait, ça t'a ouvert les portes d'un cinéma de genre, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, elle m'a emmené quand même à un spectacle de Joey Arias, tu vois. Genre, c'est ce genre de nana. Joey Arias, c'est une drag queen qui chante du jazz et qui va prendre une chanson de Billie Holiday et la tordre dans tous ses sens et parler de beat au final. Et au final, parler de beat. Il n'y a que ça de vrai, hein. On est dans un patriarcat, encore quand même. Et ouais. Il faut bien. Et donc, t'as beaucoup voyagé, t'es allé où alors Ouais, j'ai grandi une partie au Maroc et en France. Et voilà quoi. Enfin, le Maroc c'était génial parce qu'on avait une école américaine et c'est là-bas que j'ai appris l'anglais par une prof qui était pakistanaise. Donc ça, c'est la première fois que j'étais face à une multiculturalité et enfin vraiment au monde dans un monde quoi. Enfin, c'est là où j'ai vu plein de manières de vivre même sa foi, sa confession. Je me rappelle quand je suis revenu du Maroc, j'avais fait un anniv d'un mec du Yémen, je pense qu'il était, extrêmement riche avec une grosse baraque la baraque était tellement grosse qu'on avait des quads dans le jardin. On était genre 35 gamins de 12 ans sur des quads. Hallucinant quoi. Pour moi, ma version des anniversaires, c'est un gâteau enfin comme la plupart des gens. Ouais. Un gâteau ou au McDo, pour ceux qui en font. Le fameux anniversaire. Le fameux anniversaire au McDo, le mieux. Et lui, c'était avec des quads quoi. Et juste à un moment, tout le monde est parti. Enfin, on s'est retrouvés entre petits caucasiens chrétiens quoi. Et j'étais un peu, qu'est-ce qui se passe? Et tout, en fait, c'était le moment de la prière. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que la Croatie étant un pays aussi très très religieux, enfin, l'État et l'Église ne sont pas du tout séparés. On a catéchisme à l'école. Il y a une croix dans chaque... Enfin voilà. On peut choisir entre catéchisme et autre chose, mais généralement c'est très mal vu si tu fais pas catéchisme. Et de toute façon, il y a tellement peu de gamins qui font... ça s'appelle éthique, l'autre cours. Et qu'en fait, ils finissent par ne pas faire les cours, quoi. Donc, et moi, j'étais juste dispensé, du coup, la plupart de ma scolarisation en Croatie, quoi, de cours d'éthique. Et donc, quand je suis revenu, j'ai dit à mon père anarchiste, quand même, que j'aimerais bien essayer le cours de catéchisme. Et là, il est tombé dans les pommes, quoi. J'ai jamais vu mon père... on s'est fâché dans notre vie, mais ça, c'est une des fois où je pense que c'est le plus fâché, quoi. C'était, mais pourquoi tu veux ça? À 12 ans. Et alors, bien évidemment, je suis pas croyant pour un sou aujourd'hui, mais en fait, ça m'avait tellement marqué, ce rapport à la religion que je trouvais beaucoup plus honnête en Croatie, où je voyais les gens vraiment vivre leur religion et pas un espèce de christianisme, un catholicisme hyper qui est dans le jugement, qui est dans la rigueur, qui est dans la... et qui n'est pas pratiqué au quotidien surtout, où on va à l'église machinalement et après on traite la première fille qui passe de pute et enfin voilà quoi. Donc je voulais essayer de trouver quelque chose, je pense, dans ça quand j'étais petit, mais bon, j'ai vite j'ai vite abandonné. Père avait raison. De rester anarchiste. Oui, bien sûr. Ouais, je ne vois aucun intérêt dans le gouvernement, quoi. Je vois pas trop de... Enfin, je ne vois pas d'intérêt à... C'est différent, je vois aucun intérêt à faire confiance à un gouvernement ou à quelconque structure politique. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être... Et c'est ça qui est au fond de la pensée anarchiste. Je pense que c'est pas tellement de vivons tous sans structure et vivons tous... parce que on n'est juste pas spirituellement assez élevé, je pense, pour faire ça, mais c'est d'être dans une désobéissance de l'État. Oui, ça je suis pour être dans un questionnement de pas boire les paroles des gens juste surtout quand ils adhèrent au pouvoir, quoi, quand ils s'occupent de nos vies. Leur job, c'est de s'occuper de comment est régie notre société, quoi. Donc ouais, ça m'a toujours gardé. C'est pour ça que je suis artiste, en vrai, aussi, aujourd'hui. Enfin, ça nourrit énormément ce que je fais parce que je sais qu'en tant que société, on peut faire toujours mieux et qu'il y a énormément de gens qui veulent pas que ça soit mieux. Et même s'ils veulent, ils sont tellement mangés par une machine
structurel que c'est difficile, quoi. Donc, même ces gens-là, ils s'en disent vaillants dans la politique et braves, ils ont besoin d'aide des artistes, ils ont besoin d'une riposte, quoi. J'ai demandé à certains auditeuristes de la Quinterview de poser des questions. Ah oui. Et il y avait une question qui avait rapport avec le voyage. Alors c'est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Harry, avec qui m'a envoyé une photo et qui a 7 ans et qui est drag queen. Ok, waouh, oh mon Dieu, mais oui, bien évidemment. Attends, mais ça c'était où? Attends. Je sais pas. Et ça, c'était pendant la tournée, c'est sûr. Je pense que c'était Bordeaux ou Lyon, ça. Je sais plus, ouais. Et donc la maman m'a posé une question pour toi. Et donc m'a dit que donc cette drag queen s'appelle Cerise Chérie. Oh! À 7 ans. Traduction. Et ok, très bien. Moi, j'adore traduire aussi. Et voilà. Et qu'elle adore les drags et les Avengers. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ses passions. Et donc, la question de la maman, parce que le Cerise Chérie est à l'école, c'est en tant que personne queer, quel est le pays le plus agréable que tu as pu visiter ou être une personne queer? Quand même le plus cool parmi tous les pays que tu as pu visiter. Son propre corps, je sais pas. Et encore. Moi j'ai beaucoup aimé Londres quand même, ou Manchester, ou les Nordiques ils savent, Amsterdam, Bruxelles même. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un peu un lâcher prise plus qu'à Paris même. Il y a un peu de peut-être qu'on se regarde un petit peu plus à Paris. Pas qu'on se juge, mais on peut être un peu honnête parfois et shady aussi. Et ça, forcément, ça rend peut-être pas forcément à l'aise tout le monde, alors que je sais pas, il y a un vrai truc un peu de. Tu peux être très crasseux, quoi, à Bruxelles et à Londres, et tu peux être très. C'est un peu plus punk que Paris, quoi, disons. Donc, forcément, ça me plaît, quoi. Et même pour le drag, je trouve que. À Paris, pendant un temps, c'était. Quand je suis arrivé à Paris, c'était encore assez libre. Et puis, j'avoue, j'y ai participé un petit peu, mais on est devenu assez. Je sais pas. Il y avait une petite phase à Paris qui était pas très drôle entre les drag queens, où on se mettait grave cher, où il y avait une manière de faire du drag et pas autrement. Et il fallait être tiré, il fallait être cinché, il fallait être. Et je veux dire, tout ça, bien sûr, c'est génial et j'adore, mais il y a pas que ça dans le drag, quoi. Genre, c'est aussi. Je veux dire, Divine n'était pas cinché et. Était vulgairement maquillée, elle avait pas des perruques avec 36 000 Swarovski dedans, et pourtant elle te donnait ce qu'il fallait, quoi. Donc je pense que dans les villes comme ça aussi c'est un peu plus facile d'évoluer, je pense. Moins de regards déplacés. Merci déjà du coup à la maman de Chérie, Cerise Chérie, et regarde sa glam room. Oh waouh. Mais moi, mieux rangé que moi. Un petit mot pour Cerise Chérie, Philippe. Bisous ma Cerise Chérie, je t'aime, merci d'exister. Continue de briller. Eh bien, on continue. Donc, quand t'es arrivé en France, ça s'est bien passé pour toi? Un peu comment... Ouais. Ah ouais, et comment t'as appris le... Parce que alors, j'ai lu que t'avais appris le français avec Elise Moon et Florence Foresti. C'est ça, ouais. Je regardais pas mal la télé, quoi, forcément. Ouais. Au collège, j'étais dans une classe. Quand je suis arrivé, j'étais quoi, en 5e. Et du coup, dans un premier temps, j'étais dans une classe NF, donc non francophone, classe d'accueil, quoi. C'était dicté tous les jours, et donc on était encouragés aussi à regarder la télé, à consommer du français, pas des autres langues, parce que effectivement plus tu écoutes, plus ça rentre dans l'oreille, quoi. Et j'ai fini par YouTube venait de commencer tout juste, et j'ai vu Elise Moon passer à la télé, j'ai vu Florence Foresti, j'ai vu Anne Romanoff, et puis ça m'a... Ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils arrivaient... Donc, je parlais vraiment très mal et je comprenais très peu de ce qu'ils disaient, mais ils me faisaient rire. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, incroyable, la puissance de l'humour, parce que, en tout cas, de leur talent, d'être capable de faire rire quelqu'un qui ne comprend pas entièrement ce qu'ils disent, mais juste la manière de gesticuler, les intonations, les looks. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, forcément, grâce à YouTube, j'ai pu retrouver même leur travail autre et par la suite de les suivre dans tout ce qu'ils faisaient. C'était vraiment mes références en termes de langage, et ce qui fait que je disais des trucs du genre je sais pas ce que elle dit,
ça perd l'hippopète quand elle faisait Anne de la coquillette, par exemple. Je disais des trucs comme ça alors que j'avais 12 ans, tu vois, 13-14 ans, avant de savoir dire wesh et mais ça va ou quoi ma gueule, tu vois, mais je disais, Et qu'est-ce qui a été le plus difficile, on va dire, dans le fait d'apprendre le français? C'était quoi Le plus difficile, mais je pense que c'est pour tous les gens slaves, de manière générale. On n'a pas de U, le son U, tout est OU. Enfin, même en Portugal aussi, en espagnol. Et ça, quand il y a un mot où il y a OU et U, j'ai du mal. Faut vraiment que je fasse une petite pause et ensuite, genre moulu. Genre, c'est galère un peu. C'est moulou ou mulou? Ouais. Ok. Et je suis dyslexique qu'en français. Okay. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est un vrai truc, si les gens peuvent nous dire si c'est un vrai truc qui arrive. Dites-nous. Mais vraiment, je me suis rendu compte, c'est pas possible. Parfois, j'inverse et je dis soit le contraire du mot que je veux dire, soit j'inverse dans une phrase le premier mot et le dernier que je veux dire. Okay. C'est hyper. Ouais. Je cherche mes mots en croate, mais en français, c'est pas tellement que je cherche les mots, mais que je suis pas. Ouais, je dis. Si, je cherche quand même mes mots. Mais mais pas parce que je suis en train de traduire. Parce que je suis en train de bloquer, quoi. Je sais pas, c'est un. Je peux comprendre. Et est-ce que t'as fait des petits boulots? Ouais, j'ai travaillé dans des saunas gays. Ok. À Amsterdam, quand j'habitais à Amsterdam, j'étais au NZ Sauna. Ça a nourri beaucoup de ma personnalité aussi. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi? Mais parce que c'est un job curieux que d'accueillir les gens pendant 7 heures. Il y a tout type de gens. La finalité pour la plupart des gens, c'est d'aller baiser, quoi. Mais il y en a aussi qui viennent juste prendre un café. Et vu qu'on était à Amsterdam, fumer un peu aussi. Mais ouais, tu vois un petit peu toute du moins le côté masculin de l'homme. Enfin, tu vois tous les hommes gays, quoi. Tu vois un peu tous les profils passés. Et c'est un peu. Lui, il est venu un peu triste. Il est ressorti encore plus triste. Lui, il est venu joyeux. Il est sorti dans un coma. Ah ouais. À Amsterdam, il y a pas mal d'abus de drogue forcément. Donc il y en avait pas mal d'overdose et des trucs comme ça, quoi. Donc pas très rigolo, mais ce qui m'a aussi, je pense, sensibilisé assez vite, même si j'ai eu mes propres galères avec les substances, mais j'ai jamais été dans un abus qui me mettait mal, justement parce que très tôt j'ai vu des exemples de ça, quoi. Et j'aimais toujours et j'aime toujours m'amuser mais je sais pas, je savais toujours un petit peu doser, quoi. Ok. Mais ma consommation, pour ne pas finir à l'hôpital, hein, on s'entend. Hein. Peut-être pour que ça me déprime, si. Mais il y avait des choses extraordinaires aussi, comme tous mes collègues qui étaient aussi des personnages, comme les mecs qui nettoyaient des traces de pneus, quoi, par terre, et des trucs. Enfin, genre, il y avait 1001. Il y en avait un, notamment, genre, un Jamaïcain qui était, en plus, qui en parlait en anglais, du coup, mais il parlait avec un accent jamaïcain qui est hyper chantant, en plus, qui est hyper. Moi, je suis fan des accents, et souvent, je prends l'accent de la personne qui parle, et parfois c'est un peu gênant, et lui il adorait ça, donc très vite moi je suis désolé si jamais genre je commence à prendre ton accent, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Il me fait non girl, mais il était incroyable parce qu'à chaque fois il sortait de la dark room et avec son panier là avec tous les produits, et juste oh girl, these fucking gays girl, what the fuck, like il sortait toujours genre parce que la pauvre elle voyait elle voyait de ces trucs que franchement personne devrait voir, quoi. Mais on se marrait bien. Enfin, c'est un bon job pour critiquer les gays, quoi. C'est sympa. Mais d'un point de vue sociologique, en plus, j'imagine que tu vois plein d'échantillons différents de personnes. Ah bah ouais, des échantillons de tout tas de choses, ouais. Du sang, de la pisse, tout. Et t'en as eu d'autres, des petits boulots un peu rocambolesques? Ouais, non, j'ai j'ai toujours essayé de travailler dans un bar, et je sais pas ce que c'est, on m'a jamais pris, je pense qu'il y avait écrit sur ma gueule, elle ne sait pas tenir un verre, à moins de le boire, ouais. Donc ouais, ça m'a toujours évité, mais j'ai fait vendeur, quoi, des petits, vendeur, bibliothécaire, enfin, des conneries comme ça, mais traducteur, je fais de la traduction aussi. C'est un peu tristounet, c'était pour une docteure qui travaille pour une compagnie pharmaceutique,
qui crée des traitements pour des enfants qui avaient le cancer. Donc la plupart, toujours très joyeux. La fête. Toujours dans un truc, ah ouais. Et donc fallait traduire comment les traitements marchaient, et ils ne marchaient pas parce que c'est très difficile de soigner un cancer sur un enfant. Ça aussi, ça m'a peut-être un petit peu appris la valeur de la vie, quoi, de kiffer chaque instant, quoi. Au milieu de tout ça, toi, tu vas découvrir le drag, et on va arriver un petit peu à ça juste après les questions de Mia, parce que comme je te disais, j'ai une assistante éditoriale qui a 6 ans. Qui s'appelle Mia, et qui pose toujours plein de questions hyper intéressantes. Il y a beaucoup d'enfants ce soir, aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai. Fifi rencontre les enfants. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 6 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Bonjour, Tata Fifi. Bonjour Mia. J'adore ta musique. C'est pas la même. C'est pas la même. Okay. Pourquoi tu t'appelles Love Philippe? Je m'appelle Love Philippe parce que j'étais sacré Love Philippe. En fait, je m'appelais Alma Palma à la base. Et les gens et les queens de l'époque, je foutais plein de conneries dans les backstage et dans la boîte. Genre, je pissais partout, je vomissais. J'étais très drôle aussi. Voilà. Et les gens, je pense, dans cette démarche un petit peu de me taquiner à leur tour, m'appelaient par mon nom de civil, quoi, donc Philippe. Et c'était le Philippe, parce que j'ai commencé le rêve en Croatie, et vu que j'avais déjà habité en France avant, ils mettaient le préfixe pour... Okay. Ah bah oui, le Philippe, tu vois. Bien sûr, vous êtes tellement maniéré, alors que vous nous pissez partout, et vous n'êtes pas mieux, vous avez le Philippe. Et donc c'est resté, quoi. Et Alma Palma, ça venait d'où alors? C'était quoi l'origine? Alma, parce que je pense que il y avait un jeu d'or. Alors je suis très jeu vidéo. J'ai une autre addiction que j'ai dû arrêter parce que sinon je ferais que ça, quoi. Donc je joue plus trop, mais à l'époque je jouais énormément, et il y avait un jeu d'horreur qui s'appelait Fear, la peur. Et il y avait une gamine dans le jeu qui était très pâle, mais qui était gothique, elle était sublime, dans une petite robe rouge, elle faisait grave flipper, quoi. Elle te menait un petit peu en bateau tout le long du jeu. Elle s'appelait Alma. Et Alma aussi, ça veut dire l'âme en espagnol. Et donc je trouvais ça bien, ouais, c'est mon âme, c'est mon âme. Donc, et Palma, parce que je pense que palmier, parce que en croate on dit quand les doigts de pied sortent des sandales à talons, c'est des palmiers, quoi. Ok. Voilà, Alma Palma, quoi. Ok, donc Alma Palma qui a donné ensuite, qui est revenu juste à ton prénom, point, quoi. Ouais. Ok. Mais je regrette un petit peu, ouais. C'est vrai? Regrette, ouais, j'avoue, ça me l'a fait, en fait, quand j'étais sur Drag Race, parce que je sais pas, j'étais en mode, c'est quand même sexy, quand même, les noms de femmes. J'aime bien, quand même, ouais. Je suis pas si genderfuck que ça, en fait, genre. Pas que le genderfucking, en fait, genre, ouais. Non, mais en vrai, je pense que c'est des phases, quoi. Genre, c'est juste que là, je suis dans un truc très, très ultra femme, donc je sais pas, ça me plaît. Peut-être que je vais changer. Après, j'avoue, aujourd'hui, les gens aussi m'appellent beaucoup Tata Fifi. Et voilà, disons que c'est mon deuxième. Ouais, Tata Fifi, t'aimes bien. Ouais. J'avoue, limite, je préfère, ouais. Ouais. Ça vient compenser, en fait. Ouais, c'est ça. Une nouvelle question de Mia. C'est quoi Drag Race? C'est quoi Drag Race? Drag Race, c'est un beau bordel, hein. C'est une fabuleuse émission. C'est un truc que j'ai découvert avec Internet, en fait, avec la première saison. Et en fait, j'avais regardé d'abord Paris is Burning sur YouTube. À l'époque, je pense qu'il y a encore gratuitement. Et dans les suggestions, il y avait les clips de Logo TV avec les nanas de la première et deuxième saison. Et du coup, j'ai maté les 2 saisons et j'étais en mode mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça que je veux, en fait. On peut faire un taf. En fait, c'est un vrai truc. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à me travestir, et c'est cool. Et suite à ça, ma mère, elle m'a fait voir le show de Zoé Arias. Elle m'a montré plein d'exemples de ça, sans se douter que je vais le faire. Un jour, elle se disait non, mais il va être probablement un médiateur culturel, ou il va faire peut-être finir diplomate, pourquoi pas lui aussi.
Mais non. Et donc Drag Race, ouais, c'est pour moi c'est le meilleur, la meilleure télé-réalité qui existe, la meilleure compétition qui existe dans le monde, quoi. Où c'est un excellent. Ça ne résume pas toutes les possibilités du drag, mais que c'est un excellent écran de notre communauté et un excellent écran de blagues, de fêtes, d'insouciance, de positivité, ouais. Et ça c'est cool, quoi. Ça c'est cool. Et qu'en plus, on a pu inviter le monde entier à notre fête, c'est cool. C'est qui Nicky Doll? Oh mon Dieu, Nicky Doll, c'est une nana qui a aujourd'hui 21 ans. On est en train d'enregistrer pour le jour de son anniversaire, donc vraiment vrai. Par contre, les 21 ans, je suis pas sûr, mais... Pas sûr. N'allez pas checker sur... Non. C'est une grande amie. C'est une nana que je connais depuis très longtemps. Très longtemps. Et avec qui on a eu plein de phases. On a eu des phases où on se reniflait le cul, un petit peu comme des chiens qui sont pas trop sûrs si on s'aime ou pas. On a eu la phase chipotage et crépage de chignon. On a eu la phase soutien et amitié, même si on était sur 2 continents différents. Il fallait juste pas qu'on soit dans la même ville, I guess. Et on a eu... avec quelqu'un, ça fait partie de ces personnes qui m'est très chère parce qu'on a eu vraiment une amitié qui a un peu passé plein de chemins différents par plein de phases différentes. Et c'est un petit peu comme si on s'était montré toutes nos cartes. Enfin, on sait qui on est. On sait on a un profond respect l'une pour l'autre. Et j'ose imaginer un amour, Nikki. Non, mais si, je sais. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui rend notre relation solide, c'est qu'on se sait, quoi. On s'est montré toutes nos cartes et tout. Enfin, on se sait. Ouais, c'est cool. Je suis hyper chanceux de l'avoir dans ma vie, quoi. Ça fait quoi d'être une vraie reine? Ah, une vraie reine, ça fait trop du bien de gagner un truc en vrai. Ça fait vraiment. Avant de gagner, je pensais pas. Je suis venu dans cette compétition un petit peu, j'avoue, pas en m'en foutant, mais j'étais un peu. Si je perds, c'est vraiment pas grave. Enfin, j'étais assez mature face à ça, que j'avais envie de gagner. Oui, ça aurait été comme si j'ai pas. Je veux dire, j'aurais pas gagné, j'aurais pas été, je pense, blessé, déçu, mais plutôt juste heureux d'avoir fait déjà l'expérience. Mais de gagner, j'avoue, ça m'a fait un petit déclic de c'est quand même, ouais, c'est cool quand même. Et je dis aujourd'hui aux gens vraiment, genre, gagner n'importe quoi. Je veux pas être l'Américain qui m'a dit, il faut absolument être premier dans quelque chose, mais même une course à vélo, faut gagner n'importe quoi, des MST, des kilos, enfin, gagner un truc, quoi. Vraiment, il n'y a pas de sauce. C'est ok de gagner, quoi. Un vrai conseil, gagner, c'est super. Gagner, c'est super, ouais. Perdre aussi, hein, mais c'est pas mal. Une fois, en fait, j'avais pas réalisé. Je pense qu'aussi par peur, j'ai jamais été très. Je suis pas quelqu'un qui aime trop les compétitions. Et je pense que c'est peut-être aussi par peur de l'échec. Enfin, sûrement même. Et donc, toute ma vie, j'étais un petit peu. J'étais là un peu à me minimiser et à relativiser les choses. Et ce que l'émission m'a permis de comprendre, c'est que parfois, c'est ok aussi de care pour les choses et de se donner tous les moyens et de foncer, de se dire je suis la meilleure, même si on s'entend, c'est pas le but, mais c'est bien de se sentir comme ça pendant 5 minutes et après la vie reprend et c'est pas comme dirait mon père, on apprend toute notre vie, on meurt con, donc je vais la noter, celle-ci. Ouais, ça fait un bon tatouage. Ouais, ça va. Au bas du dos. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Mia, pour toutes ces questions. Et merci à tes parents, Alice et Gilles, de t'avoir permis de te les poser. Au revoir, Bibi. Donc, on arrivait un peu au drag. Comment t'as découvert le drag? Donc, tu disais que t'as découvert avec Paris is Burning ou t'avais vu déjà un peu des gens J'ai vu des formes de drag. Donc, j'ai vu qu'il y avait du travestissement par-ci par-là, avec le clip de Queen. C'est un des premiers trucs. Freddy en ménagère, quoi, c'est fabuleux. David Bowie aussi, le groupe Kiss. Aussi, bien sûr. Mais ouais, évidemment.
Des choses comme ça. Et puis, ma mère m'a très vite fait... elle m'a fait voir les films de Jean-Yann aussi, il y a pas mal. Ah bah oui, bien sûr, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ouais, voilà. Avec ce club dans les ruines, là. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, les films de Mel Brooks aussi. Enfin, il y a voilà, c'est tous ces trucs où il y a pas mal de... Ouais, c'est des comédies des années 70 qui sont quand même cool. Enfin, Charlie Chaplin aussi, il s'est jamais travesti, il me semble, dans ses films. Mais, je sais pas. Mais bon, c'est une forme de beaucoup de maquillage. Enfin, c'est outrancier, c'est parodié, c'est marqué, quoi. C'est fort visuellement et je pense que ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait de grossir les traits. Ouais, depuis tout petit, comme je dis plus tôt. Enfin, et donc forcément, quand je voyais ça dans des créations artistiques, bah, ça résonnait avec moi, quoi. Et du coup, je pense que vraiment le drag pour le drag, ouais, je l'ai découvert avec Paris is Burning, là où j'ai vraiment commencé à saisir le fonctionnement interne d'une communauté, comment ça s'est fait. Paris is Burning, pour ceux qui savent pas, c'est un documentaire sur la communauté Ballroom, ouais. À New York. Et il y en a un qui prédate la Paris is Burning, qui est peut-être même, je dirais, mieux dans le sens où il le prédate et aussi il pose les bases pour Paris is Burning. C'est sur les drag queens des années 60 à New York. Donc la ballroom n'existait pas encore. Et par contre, il y avait des concours de beauté, quoi, de travestis, quoi, qui étaient bien évidemment illégaux. Mais même s'ils étaient illégaux, il y avait un truc atroce aux États-Unis qui s'appelait la ségrégation. Et même notre communauté était dans une grande ségrégation. Et donc les drag queens et travestis de couleur ne gagnait jamais, quoi. Et il y a donc Crystal Abeja qui dans ce documentaire, je vous spoile pas, mais elle a un grand moment à la fin du film parce qu'évidemment elle ne gagne pas et qui montre comment en fait la ballroom s'est créée finalement une décennie plus tard grâce à elle d'ailleurs, parce que ok, vous voulez pas de nous dans vos concours de beauté, on va faire les nôtres, et la ballroom est née. Et ça, c'est aussi un bon rappel de comme quoi la mixité, c'est important, et les gens de tous horizons, c'est important, et c'est important la non-mixité aussi, je veux dire, mais l'intersectionnalité plutôt, ouais. Et qu'il faut qu'on se tienne ensemble, que c'est moche quand on rend les choses désavantageuses pour d'autres et quand on n'est pas conscient du désavantage qu'on crée pour les autres. Ouais, la convergence des luttes et comprendre aussi. Ouais, comprendre que t'es pas tout seul et faire preuve d'empathie et d'humanité. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'être méchant et de en avoir rien à foutre, et c'est tellement facile. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus noble d'avoir de l'empathie et d'être gentil et d'être juste humain, quoi. Fuck le gentil, en fait, juste tendre la main et écouter quand quelqu'un te dit qu'il a un souci ouais, voilà, quoi. C'était quand et comment alors ta première fois en drague? Première fois en drague, ça devait être à la Pride. Il y en avait, j'étais sorti quelques fois travesti, genre pour Halloween ou quoi, mais c'était encore un peu timide, quoi. C'était pas vraiment. C'était quoi un peu timide? C'est que c'était, je veux dire, c'était une perruque, un rouge à lèvres et je me disais vampire, tu vois, c'était pas vraiment bon. La tenue n'était pas là, il y avait pas d'aspect performatif non plus. Donc. Mais pour la Pride, je suis vraiment sorti full tenue et je me suis fait repérer par des mecs qui organisaient une soirée de Pride, quoi. Et ils m'ont proposé de venir et de si je voulais lip-syncer un truc, très bien. Et je l'ai fait et j'ai lip-synké un Lords of Acid, My Pussy, qui parle de chat, bien évidemment. Ouais. Et voilà, avec un énorme tigre en peluche, ouais. Et alors, comment ça s'est passé cette première fois? T'as aimé? C'était bien, c'était genre je tremblais tout le long. C'était, je me rappelle vraiment que genre j'étais dépossédé parce que j'ai toujours fait du théâtre, mais c'était pas, je sais pas, c'était I guess plus comme je jouais quelqu'un d'autre. Il y avait une dissociation, alors que là c'était bizarre, c'était moi mais c'était pas moi, et j'étais dans des habits dans lesquels je ne suis pas habituellement. C'était aussi la première fois que je sortais vraiment et que les gens étaient hyper concentrés pendant, même si c'était 5 minutes, mais sur quelque chose que je faisais toujours caché
chez moi, dans une intimité, et tout d'un coup, c'était comme arracher un pansement, comme, enfin, vraiment perdre la virginité. Je pense que même ma première fois, ça s'est mieux passé que la première fois en drague, parce que c'était violent, mais dans le meilleur des sens. Et ouais, j'avais l'impression que l'univers me traversait, quoi, que j'étais vraiment une espèce ou que je traversais l'univers comme un astéroïde, quoi. Mais ça t'a pas découragé? Non, c'est là où l'addiction a commencé. C'est là où là j'étais corrompu, quoi. C'est quoi qui t'a le plus plu sur le moment? Qu'est-ce qui m'a plu? Le sentiment de liberté, d'enfin le sourire que je voyais aux lèvres des gens, le fait qu'ils étaient impressionnés aussi, ouais, je sais pas, juste que globalement la soirée s'est très bien passée. Il y avait aussi quelques potes de lycée qui sont venus, et que en final, en fait, la soirée s'est passée comme n'importe quelle autre soirée que j'aurais pu faire, juste sans être habillé en drague, et quand c'est juste que je me suis amusé encore 10 fois plus, quoi, évidemment, parce que j'avais tous les droits, quoi. C'est ça aussi que j'ai réalisé, que j'avais vraiment, je pouvais dire ce que je voulais, je pouvais tortiller les gens un petit peu et les taquiner, et que tout passait, quoi, parce que c'est la plus grosse blague vu que t'es habillé comme t'es habillé, quoi, que t'es maquillé comme t'es maquillé. Et ouais, le pouvoir du clown un peu, quoi, c'est ça qui était très libérateur. Et justement, parlant de pouvoir du clown, comment t'as construit ton personnage? Ou est-ce que c'est un personnage ou pas, d'ailleurs? Je pense, si, il a influencé énormément par des drag queens, déjà. Enfin, par Divine, par Alaska, par Bianca Del Rio, par toutes des nanas qui sont quand même qui ont des personnalités assez pas je m'en foutiste, mais juste très libres, quoi, très qui blaguent énormément, mais qui sont très conscientes aussi de la blague qu'elle représente. Et je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, honnêtement, j'ai encore assez peu de recul sur ça. Je sais que je me marre. Ça, c'est important. Je sais que je passe un bon moment. Mes moments préférés, c'est les backstage avec les copines. Et bien sûr la scène, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, j'aime vivre mon drague, et pas que sur scène. J'aime bien raconter de la merde autour d'une clope et un verre avec des copines, me plaindre des bookings et des bookers. J'aime bien parler d'autres drag queens. J'aime bien, voilà, vivre ma petite vie de femme de boudoir, et que tout ça s'efface, et ensuite on rentre se coucher, quoi. Ou pas, d'ailleurs, parfois. Mais au final, c'est un peu comme ça que dans ta manière de parler du drag et tout, le fait de le faire en commun, et qu'en fait tout le drag se passe forcément beaucoup avant de le faire, ou avant d'être devant les gens, c'est comme ça que s'est fait un peu la House of Moru? Ouais, complètement. Ouais, on s'est toujours impressionné que les gens connaissent, mais oui, la House of Moru s'est faite en boîte. Ouais, elle s'est faite des rencontres comme ça. Au final, on s'est tous rendu compte qu'on avait des gens en commun. C'était qui les premières, les OG? Les OG, on va dire vraiment la première rencontre qui a fait qu'ensuite il y a eu plein de rencontres. En fait, il y a eu 3 rencontres indépendantes, et après, donc moi j'ai rencontré Méduse, comme on aime l'appeler, ou Méduso. Regarde, j'ai fait une jolie photo d'elle à l'argentique. Oui, je pensais que t'allais dire elle a l'air gentille. Non, pas du tout. À l'argentique. Elle a l'air gentille à l'argentique. Non, pas gentille. C'est pas ce que j'appelle gentille. Je me rappelle une fois dans un backstage, je sais plus ce que c'était comme gig, mais il y avait une nana qui est passée, une meuf du lieu. Elle est passée à côté de nous pendant qu'on se préparait, et elle nous a fait « Oh, que vous êtes mignonne !» Et on s'est toutes arrêtées. On l'a regardé. « Mignonne ! Nous, mignonne !» C'était genre le pire truc que tu pourrais nous dire. Genre, c'est vraiment genre « Mais c'est ta mère, la mignonne, là, qu'est-ce que tu racontes, toi, là ?» MDR, mignonne, elle, genre 3 heures de maquillage avec un liner de 3 cm, genre une bouche plus grosse que le nez, genre « Et toi, tu m'appelles mignonne, là ?» Enfin, elle est partie en 3/4 de tour. Mais c'était, ouais. Sorry to that lady. Désolé à cette mademoiselle. Donc c'était Méduse, donc d'abord. Donc moi j'ai rencontré Méduse à une soirée, et ensuite à une BLT, d'ailleurs, une BLT qui sont toujours en vie aujourd'hui, il me semble. Au Maxime, ce n'est plus ni moins. Et Méduse avait rencontré Shaynara à une autre, et
Méduse avait rencontré Baba aussi, qui est plus avec nous. Je veux dire, elle est pas morte, hein, elle a déménagé de Paris, malheureusement. Mais comment? Et en fait, à un moment, juste en fait, on traînait, et puis on s'est dit, bon, bah ouais, House of Moru, let's go, quoi. Il y avait aussi. C'est parti d'une blague, vraiment, un peu, parce on se disait tout le temps, on est des morues, vieilles morues, et on aime les vieilles morues aussi. On a une fascination toute pour les John Collins, les John Crawford, les Marlène Dietrich, les vieilles dragons, quoi, les vieilles. Les femmes de caractère, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, toutes les Italiennes à Milan qui prennent leur café à 80 balais là. Je vois les bien. sacs Fendi, les écharpes, les carrés Hermès, tout ça, on adore, quoi. Les gargouilles. C'est notre. Mais cette esthétique des morues, vous l'avez travaillée ensemble ou c'est Enfin, comment ça s'est fait? Parce que il y avait une vraie esthétique morue, on les reconnaît. C'est très marrant. En fait, on blaguait souvent, on se préparait souvent ensemble et du coup, forcément, on parlait de tout et de rien. Est-ce que t'as vu ça ou est-ce que t'as pas vu ça ou est-ce que ce clip ou ça, j'aimerais bien faire ce look Et en fait, on se rendait compte, que on aime autant les gargouilles que les meufs ultra porn, genre Lolo Ferrari, Pamela Anderson. Enfin, on avait vraiment tous les extrêmes en fait de la féminité. On les célébrait, quoi. Parce que je pense que ce qu'on avait en soi, toutes, c'est la compréhension que c'est ridicule en fait ce qu'on impose aux femmes. Est-ce que finalement toutes les images qu'on a dans la culture populaire de femmes, qu'elles soient des vieilles gargouilles ou des bimbos ou des bibliothécaires que c'est des visions très masculines, et qu'on a imposé en fait, c'est des quotas, quoi. Et on avait une très forte compréhension de ça, et donc on se permettait de les réutiliser et de les célébrer. Au contraire, je pense qu'il n'y a rien de plus queer que de réutiliser des codes qui sont péjoratifs ou négatifs et les réutiliser comme flambeau, comme quelque chose de quand on est fier et non pas honteux. Et donc je sais pas, honnêtement c'était juste des discussions, des blagues, des trucs, enfin. Ouais. Cette esthétique morue était aussi une inspiration pour plein de gens. Il paraît que vous faisiez un peu peur aussi aux gens. Oui, forcément on avait. Je pense qu'on se fait beaucoup emporter aussi par ce qu'on porte et à quoi on ressemble. Je sais pas. Je pense que le masque influence autant la personnalité que la personnalité influence le masque. Mais Méduse, en tout cas, c'était celle qui a vraiment, en tout cas. Visuellement au niveau du maquillage, vraiment développer le mug, le maquillage. Mais après on était très libre, je veux dire, chacune l'a tordu un petit peu à sa manière. Chacune on a pris ce qui lui ressemblait le plus, quoi. Mais on était jeunes, on avait un accès à l'alcool quasiment illimité, quoi, dans les boîtes, parce que les drag queens ont été assez raréfiés à cette époque-là, et qu'on arrivait dans un endroit, les gens, les orgas des soirées, ils nous rinçaient, quoi. Donc on était généralement retournés dès l'entrée du club, quoi. Qui a créé des grands moments et des moments un peu moins glorieux, mais oui, on était on était très shady, on adorait lire les gens, on se lisait entre nous, on a cultivé ce truc aussi beaucoup entre nous, où ça nous faisait extrêmement rire que de se faire lire par une copine, quoi. Ça donnait des grands moments comme, il y a des filles qui ont fini au poste, il y a des filles qui ont arraché Miss Drinks qui arrachent des fossiles à une autre drag queen, il y a eu vraiment des moments, je sais pas, à l'époque c'était tout un peu les débuts de Uber, et ils nous laissaient quand même monter sur les voitures et danser, on les suppliait, ils nous laissaient monter sur les voitures. Maintenant ils ont complètement, je pense que c'est impossible de faire ça aujourd'hui, mais en talons et tout, quoi. C'était vraiment, à Laumière, tu sais, genre c'était, je pense qu'effectivement déjà une nana, une morue isolée, ça fait un petit peu, t'es pas très à l'aise, je pense, mais quand on arrivait à 10, quoi, c'était un peu beaucoup, quoi. C'était un peu, je pense, les drag queens qui commençaient, c'était pas très rassurant, quoi. Mais en fait, c'est juste la première porte, quoi. Ça, rigidité et darkness qui nous entoure. Mais je pense que les gens, dès qu'ils grattaient un petit peu plus, ils voyaient qu'on était juste des nanas
aimaient rire, quoi. Et on était prêts à faire n'importe quoi pour un rire, quoi. Sucer le talon de l'autre, lécher le caniveau, s'endormir dans les chiottes. Enfin, genre, on était juste des crasseuses, quoi, au fond. C'est tout, quoi. C'est vrai qu'au moment où tu as remporté Drag Race, il y a beaucoup d'archives de toi qui sont reparues, de stories qui ont été repartagées, ou même de gens qui avaient, en fait, qui célébraient ta victoire un peu comme the OG Queen of Paris a enfin gagné, un peu ça, quoi. Ben c'était assez ouf. J'avoue, ça, c'était ma victoire à moi. Ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que je pensais pas déjà que les gens ou se souvenaient ou me connaissaient à ce point-là, ou qui me considéraient même, même de voir comment les autres queens m'ont soutenu, enfin de Cookie à Paloma à la grande dame, enfin, et ça m'a fait un petit peu un truc mélancolique et doux de en fait si les gens me portaient dans leur cœur, et c'était pas ça m'a pas attendri, quoi. Et putain, ça m'a donné un coup de vieux aussi, par contre, parce que j'étais vraiment... oui, j'en ai fait des conneries dans ma vie, ouais. Et je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir fait autant de conneries, quoi. Parce que là, je sens mon système, mon métabolisme et tout mon corps se ralentir, donc j'aurais eu un petit peu des regrets si je l'avais pas fait avant, quoi. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu fais du drag? Je sais plus si je suis à 13... ou à 14, je sais pas. Enfin, 2012, techniquement, donc je sais pas. On est à on est en 2025. 2025, donc 13. Ok. Ouais. En juin, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on retient de 13 ans de drague? 13 ans de drague, on retient... pas tout des soirées, ça c'est un peu flou, mais du coup, il y a les gens qui ressortent les vieilles stories. Je t'avais vu en bleu. J'étais en bleu une fois. Et alors ça, je me suis fait cancel, je pense, plusieurs fois dans ma vie, mais ça, c'était toujours debunked. Mais je me rappelle, le jour où j'avais fait ce truc en bleu, c'était à la machine du Moulin Rouge à Paris. Et donc, j'ai fait un body paint bleu. Sauf qu'il y a un photographe qui a pris des photos avec... je sais pas trop, je pense que c'était un argentique, ou alors il a fait un traitement de couleur après. Et en plus, avec certaines lumières de scène, en fait, ça faisait noir. Ça faisait comme un body paint noir. Et donc, c'était en mode genre Philippe en blackface. Et j'étais en mode genre, waouh, non, pas du tout. J'étais en bleu. Il fallait que je poste des photos. Mais voilà, grand moment encore. Mais je sais pas, c'était... qu'est-ce qu'on retient de 13 ans de carrière? C'était fou. Ouais, surtout des rires, quoi. Des rires... Des hauts et des bas, des périodes sans travail comme des périodes avec plein de travail, beaucoup de voyages, des rencontres, et juste des personnes extraordinaires, quoi. Je suis hyper porté par toutes les rencontres, notamment beaucoup de nanas trans que je connais depuis le début du drag, quoi, qui étaient honnêtement, pour le coup, les personnes les plus libres que j'ai jamais vues. Malgré les adversités auxquelles elles font face, et qui m'ont toujours poussé à faire plus et à gueuler plus, et qui ont plus d'amour à donner que ce qu'on leur donne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de l'amour, beaucoup d'amour, ouais, j'avoue, dans le drag. Et une sacrée douleur lombaire. Ouais. Et est-ce que le fait d'avoir gagné aussi Drag Race t'oblige à avoir une voix dans les situations politiques parfois dans lesquelles on peut se retrouver? Est-ce que vraiment t'as un truc où tu dois t'exprimer encore plus qu'avant, ou... Non, je pense pas que ça oblige, mais je pense que c'est bien de se poser la question, en tout cas. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de... vu que j'ai une plateforme, quoi maintenant? Quoi faire avec ça? Moi, je sais pas si c'est dans un truc de conseil ou d'exemple, forcément, parce que je dirais à personne, pareil, dans cette manière anarchiste, j'ai des conseils à donner à personne, et je m'estime pas être un exemple à suivre. Le seul peut-être truc, c'est de vraiment, enfin, ne pas prendre la vie au sérieux, mais prendre les
les valeurs comme l'amour, l'empathie, l'entraide comme au sérieux. Mais sinon, tout le reste, tout passe. C'est un peu de ça que je traite à chaque fois quand je prends un micro, même à travers des blagues. Et souvent, je raconte des choses qui sont très sombres et très... ça peut passer de mes agressions sexuelles comme physiques, de mon abus de substances, le plan cul foireux, enfin je veux dire ma relation parfois atroce avec mes amis, ou enfin tout ça n'est que outil pour moi d'en faire des blagues, et dans le sens, non pas parce que le fond est drôle, mais parce que je préfère rire du monde en fait, qui fait que ce genre de choses arrive et qui permet ce genre de choses. Toi, le prisme avec lequel tu as envie d'en parler, c'est avec le terme de l'humour, plutôt que de ne pas en parler. Oui, c'est ça, ouais. Exactement, tu parles mieux que moi. Et mais non, je t'écoute surtout. Ah, mais merci, mais ouais. Il faudra que tu fasses mon spectacle à ma place, je pense. Mais alors, attends, spectacle quand, pourquoi, à quel moment? Le spectacle, ce sera... alors, ce sera pas exactement le même. Parce que à la base, je disais que je vais reprendre mon seul en scène que j'ai fait en 2020. T1, mais donc là, il a complètement changé. J'ai pris une autre route. Je parle toujours de ma vie. Ce sera du stand-up. Ça sera pour décembre prochain. Ok. Et voilà, là pour l'instant, je vais annoncer les dates et tout ça. Bien sûr. Mais pour l'instant, on est encore en phase de lecture de texte et d'écriture de texte. Enfin, il s'écrit vraiment jusqu'à la dernière minute, le spectacle de toute façon. Donc, et voilà, c'est chouette, quoi. En tout cas, ça se passe. C'est un peu entre un stand-up et une pièce de théâtre, parce que ça se passe quand même dans une soirée en appart. Ok. Ouais. /after. C'est un lieu que tu connais globalement. Voilà, exactement. Enfin, ça va vraiment être... Le public est invité avec moi à une soirée en appart. Et puis, à travers cette soirée, je raconte plein de choses. Ouais, de la vie. Depuis ta victoire, Drag Race, qu'est-ce que tu tires au final de tout ça? Qu'est-ce qui a changé? En quoi ta vie, elle a changé? Et je prends un petit peu plus de photos dans la rue que d'habitude. J'étais pas vraiment la personne qui prend des selfies qui déclenche mon téléphone dans la rue ou en public facilement. Et là, ça les gens le font pour moi. Dieu merci de déclencher le téléphone, mais ce serait trop triste si moi je prenais j'arrêtais les gens. Vous voulez me prendre en photo avec vous? Parce que je suis connu en fait. Je suis connu. Mais ouais, voilà, ça, et globalement juste plus de thunes, quoi. Ça c'est bien de pouvoir à mon tour payer mieux les artistes que je book sur les lip strips, que j'espère que vous venez voir régulièrement, et je sais que vous venez les voir régulièrement parce que c'est à chaque fois sold out, et merci beaucoup. Mais aussi tous les costumiers, les scénographes, enfin voilà, ça c'est cool de pouvoir réinjecter les sous dans d'autres talents queer, quoi, dans la commu, quoi. Donc c'est cool. Et aussi j'ai ouvert une agence de talents, donc ça c'est cool, l'agence mère. Donc je suis très fier, avec mon meilleur ami Pascal Toxologlu, qui est fabuleux. J'ai jamais vu une personne aussi bosseuse, et aussi parce qu'il a une autre entreprise quand même, donc il est aussi vraiment entre deux grosses machines quand même, parce que même si on a fait un effort conscient d'avoir peu de talent dans l'agence dans un premier temps, parce qu'on veut s'investir entièrement, quoi, dans leur carrière, et pas à demi-mot, quoi. Ça reste quand même beaucoup de boulot parce que c'est des drag queens et pas que les drag queens, je dirais même il faut gérer 2 persos par personne. Ouais, non mais quel bonheur, quelle joie en fait de travailler avec des amis, et c'est cool, quoi. Je sais pas, on s'amuse beaucoup, on s'engueule beaucoup, et ouais, la vie, la vraie, quoi, très texturée. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Je vais te poser 2-3 petites questions qui sont les questions des auditoristes et tout, donc n'hésite pas à répondre de manière assez succincte. Musaraigne nous demande si tu devais collaborer avec... Elle s'appelle Musaraigne. Musaraigne, exactement. Et c'est une drague.
Exactement. C'est une muse, mais quel règne? De mon règne? Musaraigne. Musaraigne. Exactement. Okay. Musaraigne, mais je crois que c'est un... Non, c'est quelque chose de... C'est pas une souris ou un... C'est un animal, hein. Enfin, c'est un animal, c'est quelque chose. Je vais regarder en même temps que tu réponds. La question est, si tu devais collaborer avec un ou une autre artiste drag, ce serait qui et pourquoi? Ouh, j'aimerais bien collaborer avec Misty. Je lui ai toujours dit que j'aimerais bien faire un spectacle de danse et de blagues où genre elle ferait la chorégraphie de tout le spectacle et moi j'écrirais le show et on danse, enfin mais on ferait que des blagues, genre du stand-up mais tout en dansant. Genre il y aurait plusieurs, je sais pas comment ça se ferait, hein. C'est un peu farfelu mais genre et je pense qu'on va faire genre 3 dates avec ça peut-être mais j'aimerais je sais pas. Mais je serai là. Ouais, j'ai ça ou si je dois vraiment prendre une nana plus connue, ça serait peut-être... je collabore déjà avec plein de drag queens avec qui j'aime, notamment Paris, qui est Parisaire, qui est le grand coiffeur de stars et de drag queens de tous les continents, qui dans la prochaine saison d'ailleurs de Drag Race fait tous les cheveux de Nicky Doll, donc vous allez pouvoir tout voir. Enfin, elle en a déjà fait dans les autres saisons, mais voilà, juste là c'est beaucoup elle. J'avais raison, Musaraigne, c'est une souris. Ah ouais, Musaraigne. Comme fun fact, au début du podcast, on a découvert une souris chez moi. Qui grimpait au rideau. Ouais, littéralement. Vraiment. Littéralement grimpait au rideau. Et pas genre en bas du rideau, vraiment en haut. C'était Spider-Man. Ouais. Spider-Mouse. Une autre drag queen, ce serait, je pense, Alaska Thunderfuck. J'aimerais trop. Et je la connais. En fait, j'ai déjà travaillé avec. C'était une des premières drag queens qu'on a bookées dans notre festival de drag en Croatie. Je pense que c'était tout juste. Elle sortait de sa saison. Donc, saison 5. Et elle était ouf. Donc, et je connais son assistante, Jérémy Mécouche, qui a fait toutes ses musiques. Et qui a fait pas mal de spectacles avec elle. Mais ouais. Intéressant. Non, mais c'est vrai que donc il y a déjà une connexion. Donc je pourrais, si je fais travailler un petit peu les messages, et si on est dans le même pays en même moment, why not, quoi. J'aimerais trop. Ça peut être très intéressant. Pas why not. Oui. Oui, tout simplement. Ouais. Une autre question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur du regard des autres et qui veut se lancer dans une carrière drag? Qui a peur du regard des autres? Justement, se lancer dans le drag, quoi. Je pense que c'est le parfait truc parce qu'il y a t'as un masque, quoi. T'as un masque et je trouve que plus moins il te ressemble, mieux c'est, quoi. Enfin, plus c'est farfelu, plus c'est grotesque, mieux c'est, quoi. Mieux. C'est pas le conseil, c'est en gros cache-toi derrière quelque chose d'autre parce que personne n'a envie de voir la vraie personne que t'es. Mais non, mais ça vient avec l'âge, je pense aussi, tout simplement. Faut se laisser bien s'entourer en vrai. Même avoir juste un bon pote, c'est déjà bien et l'écouter aussi. Quand il te dit que t'es drôle et que t'es belle et que t'as les yeux bleus et que t'es blonde, on dirait Christina Cordula à une brune. Elle a littéralement dit ça à une brune. Tais-toi et sois belle, quoi. Ou hurle, fais quelque chose. Mais si t'as envie, fais-toi confiance, quoi. Ouais, fais-toi, ouais. Je sais que c'est facile à dire, mais ouais, faut se pousser un petit peu. Et faire confiance vraiment entendre quand les gens te disent. Tu vois ce qu'on disait au tout début, genre ce truc de compliment. Vraiment entendre quand les gens te disent des choses positives, c'est pas pour rien, quoi. Et même si c'est pour rien, prends-le. Même s'ils veulent quelque chose, fuck it. Et quelqu'un qui me dit, je trouve cette question très marrante, quel est le conseil le plus absurde que tu n'as jamais reçu? Oh putain, j'en avais... Ah putain, j'en ai eu plein en plus là pendant la tournée, notamment... c'était pas des conseils, mais genre j'ai eu des trucs du genre putain je t'adore, mais bon j'étais pour Ruby, hein, mais c'était génial. J'ai eu pas mal de moments gênants mais trop drôles avec les fans, quoi. Moi je jubile de ça en vrai, genre je trouve ça tellement, j'aime trop ces moments d'honnêteté des gens, parce que je suis pas enfin pour moi c'est une grosse blague cette vie, donc c'est vraiment pas grave. Et je préfère ça que des compliments en vrai. En tout cas, c'est plus audible
pour moi, et en plus ça donne du matériel quoi pour le spectacle, donc c'est nickel. Oui, en fait, c'est des auteurs que tu cherches. C'est génial. Ouais, non. Il y avait des trucs. Putain, tu vas pouvoir enfin te changer les dents. Tu sais, genre, je te vraiment ça. Et c'est vrai, j'ai des dents dégueu, quoi. Genre, j'ai vraiment des dents tout de travers, quoi. Mais c'est parce que j'ai pas voulu enlever mes dents de sagesse, quoi. Du coup, ils poussent toutes mes dents ensemble. Mais il faut que je le fasse, mais j'ai pas le temps, en fait, parce que je bosse. Bah ouais, du coup, tu revends la couronne pour faire des dents? Comment on fait? Ouais, je vais mettre la couronne sur la dent. Ça va être la couronne de la dent, en fait. Formidable. Une couronne, quoi. Ok. Ouais. À la fin de cette émission, il y a une tradition, c'est les recommandations. L'épisode va sortir dimanche. Oh, sublime, trop bien. Ouais, donc qu'est-ce que tu as envie de recommander? J'ai envie de recommander d'aller voir Eloa en tournée. D'ailleurs, je fais sa première partie le 1er avril à l'Olympia. Si vous n'avez pas vos places, prenez-les. Sinon, il y a plein d'autres dates. Si vous voyez pas qui c'est la chanteuse qui a repris la chanson de Weshden, Je t'aime de ouf, en version hyper pop. Elle est extraordinaire. C'est une lesbienne bikeuse. Elle est extrêmement jeune en plus. Elle a genre 22 ans, un truc comme ça, mais elle a une maîtrise d'instruments et de voix et de l'image qui est juste hallucinante, quoi. Donc il y a un œil à garder sur cette nana parce c'est une forteresse, quoi. Elle a sorti son dernier EP est sorti là il y a au début du mois, il me semble. Et ça s'appelle Bien Mérité, non? Ou alors c'est le nom du premier single. Et voilà. Vous aurez tous les liens de tout ça, évidemment. Oui, et ça sort d'ailleurs, l'annonce sort dimanche aussi. Ok. De notre collab sur la date à l'Olympia. Ouais, trop bien. Et voilà, moi je vais faire du stand-up et puis voilà. Ok, génial. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de... Qu'est-ce que j'ai d'autre? La semaine prochaine, il y a encore 3 dates de Ruby on the Nail avec son spectacle Top Coat. Dans le spectacle, il y a aussi J'avais la Bibi, Kalos éphémère, Androkill, ouais, et Madeleine Flamboyante. Elles sont extraordinaires, elles chantent live, elles dansent live. Il y a du lip sync bien évidemment, il y a du théâtre de vaudeville et de Broadway. C'est extraordinaire, c'est hyper complet. Le décor, les gens, c'est un truc de ouf. Enfin, vous allez mourir, surtout les gens qui aimez peut-être Hairspray ou des choses comme ça. C'est un décor vraiment de Barbie où tout change, tout évolue. Et j'ai vu, je suis allé lundi dernier, c'est très chouette. Le moment du miroir. Ouais. Extraordinaire. Enfin, donc courez-y s'il vous plaît. Ouais, c'est votre futur Reine de France All Star si jamais elle refait un Drag Race. Vraiment, je vous le dis. Et moi, je voulais conseiller une BD qui est aux éditions Glénat qui s'appelle Sibylline, Chronique d'une escort girl, qui est un livre écrit par Sixtine Dano. C'est magnifique, tout est en noir et blanc. Il y a une impression un peu d'encre de Chine, de fusain. Enfin, c'est magnifique. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 19 ans, qui vient du Cantal, je crois, qui arrive à Paris et qui se retrouve face à la difficulté du monde parisien, le fait que tout soit cher, qui va d'un coup tomber dans l'escorte pour pouvoir un petit peu améliorer sa vie. Ouais. Et en fait, c'est librement inspiré de discussions que l'autrice a eues avec des personnes qui justement se retrouvaient dans des situations de devoir être escorte pour survivre. Donc ça parle patriarcat, capitalisme, tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment très très chouette. Donc Sibylline, de Chronique d'une escort girl de Sixtine Dano aux éditions Glénat. Voilà. Génial. Un petit peu à la Virginie Despentes, quoi. Un peu. Ouais, elles doivent détester ça, ceci de les écrivaines comme les drag queens. Mais c'est un petit peu comme Sagittarien. Tu vois, génial. C'est hyper beau, hyper joli. Trop beau. Ouais. Donc tu vois, c'est les relations amoureuses d'une personne aussi qui débarque à Paris, qui va rencontrer plein de gens. Mm-hmm. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup Philippe, c'est la fin de cette interview. Merci Quinterview, c'était sublime. Eh ben on se retrouve bientôt. On met des étoiles sur l'épisode, sur le podcast, on like, on commente. Plaît, ouais. Voilà. Et on vous embrasse et à très bientôt Philippe. À très bientôt. Ciao. Bisous, ciao.